Antoine Guibucois, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre, Tweetus Politicus, aux éditions FedGen, le décryptage d'un média explosif. Et on va voir avec vous quels sont les tweets qui ont marqué l'année politique, l'année 2012. Et je suppose qu'on ne peut commencer que par le tweet de Valérie Trierweiler en juin 2012. En quoi ce tweet a changé le visage politique de Twitter? C'est la pierre angulaire. C'est Twitter, tout à coup, devient un média grand public. Twitter donne une information et l'AFP valide cette information après. Et je dirais que ça a plongé évidemment tout le monde dans un état de sidération totale. Moi, je me rappelle même de ma propre impression. Moi, je l'ai vu sur Facebook. J'ai eu cette information. Ma première réaction, ça a été de me dire là, son compte a été piraté. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis après, effectivement, il y a eu la confirmation. Et c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de moment de flottement où tout à coup, tout le monde se dit est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est vrai? C'est complètement dingue, effectivement. C'est la première dame ou la first girlfriend qui balance une information, qui prend parti. Et là, ce que ça change dans le paysage politique, c'est le fait qu'une femme qui ait une responsabilité politique ou non, on ne sait toujours pas très bien quelle est sa position, mais quelle est la possibilité, en tout cas, de s'exprimer librement, sans passer par les médias, sans passer par l'Élysée et sans passer par les relais de communication classiques. Voilà. Alors, à la fois, elle est journaliste, malgré tout, même si elle a un statut qui est un petit peu indéterminé, mais c'est vrai qu'elle prend position, en plus dans un moment qui était extrêmement houleux, et en plus de ça, on savait qu'à ce moment-là, on savait très bien que Martine Aubry et Cécile Duflot étaient dans le train, en direction de La Rochelle pour aller soutenir Ségolène Royal. Et en fait, ce tweet est tombé à un moment, on va dire c'est le tweet parfait, qui tombe à la fois au moment parfait, c'est-à-dire qu'au moment où il y a un véritable pic d'audience, une grosse fréquentation de Twitter, donc c'était un peu avant midi. Vous expliquez dans votre livre que c'était peut-être calculé, enfin sûrement calculé pour que ce soit repris tout de suite dans les journaux de 13h, puis dans les 20h. L'intention profonde, je ne la connais pas, on n'a pas cherché à analyser le fond de la psychologie de Valérie Trierweiler, c'est pas ça qui nous intéressait, c'est-à-dire vraiment à quel moment, finalement, l'impact d'un tweet peut être absolument monstrueux. À partir du moment où il y a une espèce de conjonction de facteurs, c'est le bon moment. Donc, un moment où il y a beaucoup de monde. Donc, le plus dur sur Twitter, c'est d'attirer l'attention. Là, effectivement, ça tombe à un moment où on ne s'y attend pas, où il y a finalement peu d'activité, une timeline assez calme et beaucoup de monde. Et à la fois, c'est le tweet parfait, il est calibré, il a pile le nombre de caractères qui lui permettent d'être retweeté, donc rediffusé sans déperdition de caractères. Effectivement, c'est une prise de position. Pour moi, c'est le tweet parfait. Et tout à coup, le grand public dit waouh, Twitter s'impose. Enfin, Twitter s'était déjà imposé comme un média important pendant la campagne de la présidentielle. Mais là, tout à coup, c'est une prise de position dont on a vu, c'est peut-être pas le seul facteur. Mais on s'est rendu compte surtout aussi que c'était un relais libre, que personne ne contrôlait. C'est ça toute la différence du tweet de Valérie Trierweiler, c'est que là on se rend compte que tout le monde finalement peut s'exprimer librement, sans aucune censure, si l'on peut dire. Sans intermédiation. C'est pour ça que je pense que beaucoup de politiques se sont appropriés Twitter, parce que justement, c'est pour eux une occasion de toucher un public qui ne pouvait pas toucher aussi facilement par les médias traditionnels, parce qu'il y a pas mal de filtres à l'entrée. C'est pas toujours simple de décrocher un article dans tel ou tel média. Là, oui, effectivement, ils ont un espace d'expression, pour peu qu'il soit suivi par des relais efficaces. Effectivement, leurs paroles, leurs mots, calibrés évidemment en 140 caractères, tout à coup peut avoir un impact absolument phénoménal. Le deuxième tweet qu'on a choisi, c'est celui non pas d'une first girlfriend, mais d'une ancienne première dame, c'est celui de Carla Bruni-Sarkozy. Alors elle n'avait pas son propre compte Twitter et elle a choisi le compte de son mari pour s'exprimer lorsqu'il était candidat à la présidentielle. Qu'est-ce que ça représente, ça? Alors ça, c'est intéressant. Il y a deux interprétations. La première, je dirais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, dans le cas, par exemple, de François Hollande, Valérie Trierweiler a son propre compte. Michelle Obama a son compte Twitter. Et effectivement, ils font preuve d'une liberté de parole, ils s'expriment, ils sont suivis, etc. Là, c'est, Carla Bruni, finalement, dit « J'emprunte le compte de mon mari pour vous remercier, chers followers, etc., pour ce que vous faites, signé Carla ». Alors, à la fois, on dit « Tiens, c'est marrant, on dirait, la pauvre, elle est obligée d'emprunter le compte de son mari ». Mais d'un autre côté, toujours pareil dans cette idée, comment attirer l'attention, finalement, ça a donné une aspérité au discours de Nicolas Sarkozy. Finalement, c'est le tweet qu'on n'attendait pas. On pouvait s'attendre à... Ça a permis de raviver un petit peu l'intérêt pour son compte. Oui, c'est ça. Ce que vous expliquez aussi dans le livre, c'est qu'au-delà d'annoncer son agenda, ses projets, ses réunions, l'idée, c'est aussi de faire partager un petit peu de sa vie, de ses émotions,
Oui, c'est-à-dire que quelque part, le Twitter est devenu aussi une espèce d'un média d'expression de la personnalité de son utilisateur. C'est quelque chose de très personnel, on le verra dans d'autres cas. Donc c'est vrai que dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il y a le personnage, voilà, on aime ou on n'aime pas. Twitter peut avoir un côté extrêmement partisan. Et tout à coup, effectivement, il y a une espèce de rupture de ton où, voilà, c'est Carla Passet, elle saisit le compte. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'à la fois, bon, le tweet a eu l'impact, tout le monde trouve ça très, très mignon, très kawaii, et puis immédiatement, le tweet aussi est parodié. C'est-à-dire que c'est là aussi, où c'est peut-être aussi la preuve du succès et de l'impact que peut avoir le message, c'est tout à coup, les utilisateurs de Twitter se l'approprient, le détournent, le déforment. Donc c'est vrai qu'on passe à la fois de l'info au LOL. Finalement, c'est aussi ce côté cours de récréation qui fait aussi l'essence de Twitter. Alors justement, dans le côté cours de récréation, on retrouve aussi les tweets de Nadine Morano qui sont également aussi souvent repris et parodiés. Oui. On a choisi ensemble un tweet qui date du 24 décembre dernier où elle s'exprime. Elle dit « Quand j'étais petite, il y avait toujours des films sur la natalité à la télévision. Je regrette qu'il n'y en ait plus. » Est-ce qu'une ministre doit s'exprimer de cette façon aussi naïve ? Alors, tous les experts qu'on a consultés nous disent « Oui, ça, c'est Nadine Morano ». C'est-à-dire que c'est effectivement quelqu'un qui a utilisé ce média pour vraiment se livrer. Alors c'est vrai que ces tweets de décembre 2011, effectivement, c'est ses premiers pas sur Twitter. Donc elle commence à bombarder effectivement la timeline de messages. Voilà, elle s'exprime. C'est vrai qu'il y a aussi une espèce de montée en puissance. C'est vrai que là, il y a le côté la gentille Nadine qui s'exprime, qui dit des choses. Alors c'est marrant, tout le monde s'est un petit peu moqué de la natalité, pas nativité. Bon, ça c'est gentil, mais petit à petit, effectivement, elle fait ses premiers pas. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que dans l'usage de Twitter, il y a une courbe d'apprentissage. C'est vrai que les premiers pas ne sont pas toujours très simples. Donc, il fallait des gens pour commencer. Voilà. Elle a commencé, oui. C'est un petit peu au début casser la figure, mais en même temps, tout en ayant cette cote de popularité finalement. Oui. C'est aussi qu'on l'adule ou qu'on la déteste. Elle a un côté fan de qui est absolument hallucinant. Elle réagit, un peu. Comme le fan d'un artiste, d'un acteur. Voilà, là, elle est fan de Nicolas Sarkozy, elle le défend contre vents et marées, donc ça, c'est assez fabuleux. Et puis, ce qui est intéressant, et je pense qu'il y a aussi beaucoup plu aux utilisateurs de Twitter, c'est ce côté... elle réagit en direct, puis on l'attaque, elle clash. Sans filtre. Sans filtre, il y a ce côté. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi, dans ses interviews, dans ce qu'on peut voir de sa vie politique, ce qui est montré dans les médias, effectivement, elle a un côté très brut de fonderie. Alors, c'est vrai que c'est un peu... je vais être un petit peu caustique, mais je veux dire, ouais, voilà, on l'aime parce que c'est un petit peu, Nadine Morano à la politique, c'est un peu comme Dark Vador dans Star Wars. Hein. Il faut quelqu'un qui donne une aspérité aux médias. On passe maintenant à ce qu'on appelle dans le jargon Twitter un DM fail ou oui. DM fail à l'américaine, oui. Celui d'Éric Besson qui pensait envoyer un message personnel sur Twitter et qui en fait l'a publié à toute sa timeline et ensuite il a décroché finalement de ce média. Oui. Comment vous l'avez interprété ça ? Bon alors là, l'erreur est humaine. C'est-à-dire que là aussi ça montre que ce média, c'est... on peut soit effectivement faire les tweets, soit les faire soi-même. Quand on les fait soi-même, vous comme moi, on est aussi soumis à ce risque de faire le DM fail, c'est-à-dire qu'effectivement, envoyer le message, pas au bon endroit, pas au bon moment, et qui ne touche pas les bonnes personnes. Après, là où Éric Besson a été finalement très fort, et c'est vraiment aussi l'intelligence du personnage, c'est qu'il a réussi à rebondir là-dessus pour dire, bon, ok, une erreur, ça peut arriver, voilà, bon. Oui, il a été plutôt fin, parce que oui. Ce DM fail, on en a parlé sur le moment, et finalement, c'est un petit peu passé aux oubliettes. Oui, parce que c'était anecdotique, c'est-à-dire qu'à la fois, bon, ça donnait un côté, un peu coquin au personnage, mais au final, ce que je trouve intéressant chez Éric Besson, c'est qu'il a réussi à corriger son image. Le discours qu'il a tenu sur Twitter, là aussi, c'est pas une question de prise de position politique, c'est on regarde ce qu'il écrit, la façon dont il s'est exprimé. La façon dont il s'en sert. Voilà, avec cette contrainte toujours des 140 caractères, finalement c'est une écriture contrainte. Et lui a mis beaucoup d'intelligence dans ses messages, beaucoup d'interactions, beaucoup d'humour, que ce soit avec ses opposants ou avec ses partisans. Il y a vraiment un certain esprit. Et c'est vrai qu'il a corrigé son image. Il était le méchant, le type qui a changé de camp, le type le traître, le gars qui s'est occupé de l'identité nationale, en gros les sujets, un peu les patates chaudes et les sujets pas très clean. Et tout à coup il fait une correction d'image et finalement il devient une espèce de, on va dire une sorte de star quand même de Twitter, parce qu'il réagit avec intelligence, et sa sortie de scène a été magnifique. Il a dit, voilà, en fin de campagne, à la fin de la campagne, je crois que c'était législative, il dit, bon voilà, moi, dans 5 tweets, j'arrête,
Et il a fait le décompte et progressivement, il a fermé son compte. Au revoir, à bientôt. Et ça, j'ai trouvé que c'était... il y avait beaucoup de classe là-dedans. Le dernier tweet, mais probablement le plus important, en tout cas en termes de retweet, c'était le tweet qu'Obama a posté, le message qu'Obama a posté lors de sa réélection en novembre, avec un message on ne peut plus simple, 4 more years, une photo de sa femme, et c'est le message qui a été le plus retweeté. Quelle symbolique là aussi ça a dans la twittosphère? Ça, c'est vrai qu'alors c'est à la fois, effectivement, c'est une élection locale, finalement, c'est une élection à la présidence américaine, mais effectivement, ça devient un événement global où tout à coup, effectivement, le monde entier se prend de passion pour Barack Obama parce qu'effectivement, il a un style, il a une élégance. C'était très symbolique aussi de poster une photo de lui et de sa femme pour annoncer sa réélection. Oui, il a énormément joué en fait dans son image, sur son côté, je suis un type sympa, je suis un type presque normal, j'ai une femme charmante, j'ai voilà, 2 filles charmantes, je vais à la maison. Je suis un type presque normal. Et c'est vrai qu'il développe un style. Et voilà. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit j'ai gagné. Il n'y a pas eu de message triomphaliste. C'est juste un message presque codé, à peine sibyllin, enfin 4 more years. Voilà, il devance toutes les annonces officielles pour faire cette annonce avec une photo très intime, mais à la fois qui a été décryptée, parce qu'après on a pu voir que la robe de Michelle Obama est une robe qui coûtait 89 $. Donc finalement, ouais, c'est des gens très simples. Alors, en tout cas, le message est passé et surtout il a été réussi, juste avec 3 mots. Il a vraiment là utilisé tous les ressorts de Twitter, donc 3 mots, une photo, et 800 000 retweets. Beaucoup de simplicité. Alors c'est vrai que 800 000 retweets, quand on a plus de 19 millions de followers, c'est vrai que, bon, statistiquement, on a des chances d'avoir beaucoup de retweets, mais c'est vrai que c'est justement cette sobriété, en fait, en plus dans une campagne américaine qui avait été quand même très violente, qui avait été, où finalement les arguments employés par chaque camp, personne n'a fait vraiment dans la dentelle, et même sur Twitter, ça a été extrêmement brutal. Plus suspense sur, voilà, on va décompter les votes, est-ce que, voilà, Romney a quand même attendu très longtemps avant de dire, ok, je reconnais que j'ai perdu, etc. Et voilà. Et là, c'est passé, je dirais, une espèce, à côté très, même pas provocateur, justement, il y a cette forme d'élégance, mais ça, je pense qu'il y a une construction d'image chez Obama qu'on retrouve aussi dans les mots. C'est une forme de simplicité. Après, voilà, je suis un gars sympa, ça s'exprime dans mes mots, dans mon imagerie. Après, peu importe, effectivement, ses prises de position. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Dubuquois. Je rappelle que vous venez de publier Tweetus Politicus aux éditions FedGen.